Votre pancréas, vos reins ont toujours la même origine qu'à l'ère du paléo. Ce qui peut légèrement évoluer, c'est les millions de gènes qu'on a dans notre microbiote. Et notre microbiote, il parle à nos gènes. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, c'est pour votre santé, mais ce matin, ça va être pour votre symbiotique. Je reçois Marion Kaplan. Bonjour et bienvenue Marion. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de vous voir en vrai, puisque je vous vois pas en faux, mais je vous vois sur les réseaux et je vous ai eu au téléphone. Oui. Mais c'est vrai qu'on s'était jamais rencontrés. Et j'adore ce que vous faites, je vous suis beaucoup. C'est pour ça que je vous ai invité. Donc, merci Philippe de m'inviter parce qu'on va pouvoir partager et puis le docteur Willem me parle tout le temps de vous, donc voilà. Alors vous êtes bionutritionniste, naturopathe fonctionnel depuis 45 ans. Vous étudiez et expérimentez tous les domaines qui concernent la santé et l'alimentation et vous vous consacrez également à la promotion de la cuisine saine et de la nutrition. Et c'est parce que la médecine conventionnelle n'avait pas de solution à vous proposer sur certains de vos maux. Alors, il y avait les allergies, les problèmes intestinaux, le surpoids, les migraines, votre fatigue chronique, même, l'état à la dépression, que vous avez décidé d'emprunter votre propre chemin, de vous faire votre propre idée. À noter qu'en 45 ans, vous avez testé sur vous. En 45 ans, oui, c'est même plus, parce que je suis dans ma 69e année et j'ai commencé à 15 ans. Donc beaucoup de régimes. Oui. Beaucoup de régimes. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup des régimes alimentaires. Et vous racontez que finalement, à 15 ans, vous avez fait une rencontre qui change votre vie. C'est-à-dire que vous savez, quand on est petit, on ne fait pas le lien entre l'alimentation et nos boutons sur la figure, notre surpoids, notre malaise, notre brouillard mental. On le faisait d'ailleurs pas du tout à l'époque, même la médecine ne le faisait pas. Et donc c'est vrai que j'ai rencontré un végane et que j'ai été végane pendant 3 ans. Alors à l'époque, on ne disait pas végane. Hein. Oui, on disait végétalien. On disait végétalien, oui. Voilà, on disait végétalien. Ouais. Et au début, vous savez, quand on change d'alimentation, quelle qu'elle soit, on va toujours mieux. On change quelque chose, on mange plus de légumes, etc. Mais au bout de 3 ans, j'ai repris du poids. Et quand j'ai commencé à avoir les dents qui se déchaussaient, des cheveux qui n'étaient pas bien, le brouillard mental, j'ai dit, oula, ma mère m'a dit, maintenant t'arrêtes tes conneries. On a fait un bilan, et là, c'était une catastrophique, j'avais plein de carences, etc. Elle était carencée, ouais. Voilà. Donc, c'est pas forcément, en tout cas pour moi, une alimentation que je conseillerais. D'ailleurs, je ne conseillerais aucune alimentation exclusive. Et c'est pour ça que symbiotique, c'est quoi ? Attendez, on a le temps d'en parler. Vous avez publié 25 livres et le dernier là qui vient de sortir s'appelle Symbiotique chez Thierry Soucard, 21 jours pour restaurer le microbiote et faire taire l'inflammation chronique. Et là vous revenez sur quand même une vieille parce que vous restez sur le même sujet. Hein. C'est manger comme avant. Voilà, le futur est dans l'origine. C'est-à-dire que nous habitons un corps paléolithique. Et ça, faut pas l'oublier. Vous savez que vous et moi, on est dans un corps paléo. C'est-à-dire que ce corps a évolué pendant des millions d'années. Il nous a permis de survivre au froid, au chaud, à pas de bouffe, tiens, il n'y a que des racines, tiens, je peux tuer les animaux, etc. On a un corps extraordinaire qui a pu s'adapter. D'ailleurs, on est les seules espèces sur la planète à être adaptables comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un corps paléo ? Un corps paléo, c'est que votre foie, votre pancréas, vos reins ont toujours la même origine qu'à l'ère du paléo. Toujours les mêmes. Hein. Et donc, ils ne se sont pas adaptés justement à notre nouveau mode de vie ? Non. On a 25 000 gènes. Alors, effectivement, ce qui peut légèrement évoluer, c'est les millions de gènes qu'on a dans notre microbiote. Et notre microbiote, il parle à nos gènes. Il faut le savoir quand même que notre microbiote a ses propres génomes. Et nous avons tous un microbiote unique. On sait qu'il y a des cohortes avec des phyla, on va dire, c'est des espèces différentes. Il y en a qui en manquent, il y en a qui en ont d'autres, etc. Ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent manger plus végétal, d'autres plus carnivores. Et on ne peut pas randomiser les gens comme ça, mais on a tous un microbiote unique. C'est une des leçons de votre livre, c'est qu'on ne peut pas génétiquement manger tous de la même façon. Non. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas fait pour manger tous de la même façon. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis végane, regardez, je suis musclé, je fais des trucs, etc. » Par exemple, vous savez qu'il y a un régime en ce moment qui explose aux États-Unis, c'est l'alimentation cétogène. Oui, non ? Ça fait longtemps.
Ça vient en France, il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, non, mais aux États-Unis, mais c'est... Aux États-Unis, en fait, comme il y a beaucoup de diabétiques... Pour moi, c'est le fils d'Atkins. Oui, mais Atkins, vous savez qu'il est mort obèse. Hein. À la fin, mais c'est quand même les héritiers d'Atkins. C'est les héritiers d'Atkins, sauf qu'ils ont compris qu'il fallait moduler. Il fallait moduler avec le microbiote. Parce que ce microbiote, il a besoin de fibres. Et ces fibres... je sais qu'il y a des Lion Diet qui mangent que de la viande, etc. Moi, je suis pas... Mais il y en a à qui ça va, hein, parce qu'il y en a... Faut pas oublier que les poisons, ils sont dans le végétal. Le végétal, il était avant nous. Vous avez un chapitre dans votre livre sur ce que vous appelez les poisons. Les lectines. Mais les gens n'ont aucune conscience de ça. Aucune conscience. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Je comprends pas, quand je mange des tomates, ça va pas, je digère mal, j'ai des reflux, etc. » Parce que... Vous savez, la plante, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas se sauver. Et donc, il va bien falloir que, pour arrêter de se faire bouffer, il faut qu'elle se protège. Et il y a des aliments comme ça, comme les solanacées par exemple, tomates, poivrons, pommes de terre, qui vont fabriquer, surtout dans leurs feuilles, leurs tiges, là, c'est là où il y en a le plus de lectine. Mais pour ceux qui ne supportent pas les tomates, on va leur dire, tu retires les pépins, tu retires la peau, il vaut mieux que tu la cuises un peu, comme ça tu vas adoucir un petit peu les lectines, elles seront moins irritantes pour toi. Et c'est pareil pour les poivrons, il y a des gens qui supportent pas les poivrons. Hein, c'est marrant parce qu'on dit aux gens, tu ne digères pas les tomates, tu ne digères pas les poivrons. Mais c'est dû à ça alors ? Bien sûr, vous retirez la peau, vous retirez les pépins, vous le cuisez, parce que en le cuisant, il y a une meilleure biodisponibilité. Tant qu'à faire, vous le cuisez à la vapeur pour garder les nutriments. J'ai pas dit lequel. Hein. Et à ce moment-là, vous verrez que c'est plus facile, non seulement à digérer, mais en plus, vous avez des vitamines, des minéraux plus biodisponibles, et les lectines, elles sont un petit peu adoucies. La fermentation, par exemple, adoucit aussi les lectines. Donc, l'être humain est quand même intelligent, et il sait manipuler les végétaux qui ont beaucoup de poison, et les rendre acceptables pour nous. Hein. Bon, pour expliquer aux gens tout de suite ce que c'est que symbiotique, donc symbiotique, c'est... finalement... C'est le régime paléo. Oui, c'est le paléo, mais avec des organes qui sont en symbiose avec l'environnement, avec l'alimentation, avec nos organes qui ont des millions d'années d'origine. Et ça, faut pas l'oublier, parce qu'on a changé d'environnement. Regardez l'alimentation aujourd'hui, et j'ai tout un chapitre sur les aliments ultra transformés, parce que c'est pas des aliments. Quand vous avez une étiquette, c'est plus un aliment, c'est un produit. Et votre corps paléo, il dit, c'est quoi ce truc-là ? Moi, j'y comprends rien, là. Moi, je veux un vrai aliment, avec des fibres, avec des éléments nutritifs. Moi, je veux beaucoup de nutriments, parce qu'à l'époque, j'avais pas à bouffer tous les jours, et mon corps était fait pour ça. Ce qui va nous amener au sucre. Bon, on va venir au sucre. Bruno Donatini, pardon, qui fait justement un avant-propos à votre livre. Lui, il parle de paléobiote. Alors vous êtes la première qui nous avait parlé du microbiote, mais lui, c'est le paléobiote. Donc en fait, évidemment, nous, c'est pas un microbiote qu'on a, c'est un paléobiote. Tout à fait, parce que alors là, c'est l'INRA qui s'est aperçu que à avoir tellement rétrocroisé les végétaux, tous les pesticides, tous les éléments, tout l'appauvrissement de la terre fait que dans la cellule végétale, il manque des endobiotes. Et les endobiotes, c'est ce qui va nourrir votre microbiote. Donc, alors, c'est quoi les endobiotes ? Parce que vous ce sont des mycorhizes, ce sont des petits éléments qui font partie d'une plante. Une plante, si elle a le soleil, elle a le vent, elle fait on va dire, elle va faire sa pommade antisolaire avec des antioxydants. Donc maintenant, tout est sous serre, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de soleil direct, etc. Ce qui fait que vous avez des plantes qui ont de moins en moins de nutriments, puisqu'elles n'ont pas besoin de se battre pour survivre. Une tomate qui a vécu, qui a été bougée par le Mistral et par le Cagnat, mais qui s'est protégée sous ses feuilles, etc., aura beaucoup plus d'antioxydants qu'une tomate sous serre. Et d'ailleurs, le goût est là. Le goût est... Moi, j'ai eu des tomates dans mon jardin. Là, j'ai plus de jardin en ce moment. Mais j'ai eu des tomates dans mon jardin, mais le goût est extraordinaire. J'enlève les pépins, j'enlève la peau. Ah, donc vous êtes... moi, je suis très fragile. Vous êtes fragile. Ouais, je suis très fragile. C'est pour ça que je me suis intéressée aux lectines. Et d'ailleurs, il y a un grand cardiologue aux États-Unis, je peux lui faire de la pub. Et j'ai découvert dans son livre Le paradoxe des plantes. Et moi, j'aime bien vérifier ce qu'on me dit.
Et donc, j'ai vérifié ce qu'il disait. Et c'est vrai, quand vous mangez sans lectine, votre intestin se porte beaucoup mieux. C'est beaucoup de références américaines, tiens, d'ailleurs. Oui, parce que c'est eux qui ont l'argent pour faire les études. En France, on a très peu d'argent pour faire des études. Et eux, ils ont des grandes cohortes, ils ont des grandes maladies. Et ils ont beaucoup d'argent pour justement payer toutes ces études. Comment voulez-vous faire une étude si vous ne faites pas des cohortes randomisées? Et en randomisant, tout le monde n'a pas le même mode de vie. Tout le monde n'a pas même ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Donc c'est compliqué quand même de faire après des statistiques, de dire ah bah oui, voilà, il y a tel poison, etc. C'est pour ça que moi je reviens à l'essentiel. J'ajoute pas des choses, je les retire. Je retire ce qui n'est pas essentiel. Et j'ai mis ce qui était essentiel dans ce livre. Parce que sinon on est perdu, il y a tellement voire même un peu plus. Et regardez Bruno Donatini, qui est le grand spécialiste mondial des champignons. Des mycéliums, oui. Des mycéliums. Ouais. Mais bon, voilà, en France, il est quand même un peu ignoré. Oui, parce que c'est pas un grand orateur pour le grand public, c'est pas facile de l'écouter. Et il a compris que pour nourrir notre microbiote, il fallait des fibres, et c'est pour ça qu'il fait aussi pousser ses mycéliums sur l'écorce de bouleau. Et il a compris qu'il fallait absolument une diversité microbiotique et que ces champignons pouvaient faire fleurir ce microbiote. Alors lui, il dit que c'est même l'avenir de la nutrition. C'est une avenir de la nutrition parce que c'est un aliment. C'est pas un médicament. C'est un aliment. Voilà. Donc, selon leur spécificité, avec le coriolus, le shiitake, etc., lui, il n'est pas dans comment on appelle ça, le champignon lui-même, il est plus dans le mycélium, c'est-à-dire ce qui nourrit le champignon. Et d'ailleurs, il explique que le mycélium, c'est un petit peu l'internet de la forêt, parce que ça pousse sous terre et c'est ça qui va ensemencer la forêt. Symbiotique, c'est le titre du livre de mon invité Marion Kaplan chez Thierry Soucard. Alors c'est vrai que c'est à la suite, on en parlait, de paléobiotique. Voilà. Parce que nous sommes toujours dans un corps paléo, sauf qu'au lieu de rajouter... J'ai mis les éléments essentiels. Après, c'est vous, avec vos goûts, avec... votre génomique, parce qu'il y a des gens qui ont des parents qui ont eu des cancers, d'autres qui ont eu des parents diabétiques, etc. Et on sait qu'on peut peut-être avoir des susceptibilités, et on le ressent. Donc, en fonction de vos goûts, de votre culture, de la région dans laquelle vous habitez, vous allez pouvoir appliquer mes grands principes. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Oui. Ouais. Parce qu'il faut quand même bosser pour l'appliquer, la méthode. Alors, comme dirait Hugo Frey, qui a quand même 94 ou 95 ans maintenant... Et qui les porte bien. Il est vachement bien. Ah ouais. Il est génial. Et je trouve qu'il est encore sexy à son âge. Eh bien, la santé, c'est du boulot. Il faut se prendre en main. Personne ne peut le faire à votre place. Et selon votre âge, moi, par exemple, dans ma 69e année, j'ai mon petit capteur de glucose que j'avais remis après... le livre de Jessine Chospey que vous devez connaître, Ma Révolution Glucose. Ouais, mais c'est pas mal ce qu'elle fait parce que elle aide les gens avec son vinaigre, avec le fait de manger des fibres en début du repas. Moi, je peux pas manger comme elle dit, mais d'un autre côté, ça peut aider les gens à prendre conscience d'eux-mêmes. Et j'ai porté un capteur pendant 6 mois. Alors après, vous-même qui regardez beaucoup ce que dit la communauté scientifique, et que je vérifie, scientifique dit que effectivement, ça n'est pas adapté à des personnes qui ne sont pas diabétiques. C'est pas vrai. Voilà. Et que finalement, faire porter des capteurs de glucose à tout le monde, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Là-dessus, je suis comme votre... Alors, Réginald Dalouche dit le contraire, mais c'est vrai que la communauté scientifique aujourd'hui est très divisée sur cette question des capteurs. Alors, moi, Réginald Dalouche, j'apprécie beaucoup parce qu'il est quand même diabétologue. Et moi, je trouve qu'il a raison parce qu'avant, on n'avait pas de boussole. Aujourd'hui, on a des boussoles. Et cette boussole du glucose, moi, par exemple, au début, j'ai mis 3 mois à être en inflexibilité métabolique. Il y a des gens... Alors, qu'est-ce que vous appelez l'inflexibilité métabolique ? Notre homme paléo, d'accord ? Lui, il était fait pour chasser. Il mangeait pas de sucre. Enfin, il en mangeait très peu. Ça n'existait pas. Si, il pouvait manger un fruit. Mais les fruits, c'était quoi à l'époque ? C'était des petites baies quand on tombait dessus. C'était pas toute l'année, 3 fois par jour. Et le miel, quand il s'était fait piquer par les abeilles, qu'il avait réussi à se choper un peu de miel, il était trop content, quoi. Mais il mangeait pas de sucre. Ouais. Non, il mangeait pas de sucre. Alors là, les sucres rapportés sont totalement inutiles, vraiment. Et aujourd'hui, on a ces boussoles. Et la boussole du glucose est très intéressante parce que, avec la courbe,
Donc moi, au début, j'avais des courbes. Merde. Pourtant, je mangeais low carb, c'est-à-dire pas beaucoup d'hydrates de carbone, mais je mangeais quand même un peu de pain de sarrasin, etc. Je peux vous dire que j'ai dû le supprimer. Et dans mon livre, d'ailleurs, il y a une recette de pain cétogène, parce que je suis presque là-dedans, du fait d'avoir porté un capteur pendant plus de 6 mois, j'en ai encore un pour voir, eh bien, je me suis aperçue que le matin, je bouffais pas, mon cortisol montait, mon glucose montait. J'ai dit, merde, c'est quoi ce truc-là? Et c'est là où j'ai compris l'histoire de l'insuline, du glucose, et justement, quand je faisais du sport à jeun, ma courbe montait. Oui, c'est normal, puisque votre cortisol, qui va vous donner l'activité, qui va vous faire chasser, courir, etc., il prend le sucre de vos tissus, de là où vous l'avez mis de côté, parce qu'il en a besoin, voilà. Et il le ressort dans votre flux sanguin. Mais ce qui compte, c'est la courbe. Si vous avez une courbe qui monte, le glucose monte, d'accord ? Mais si la courbe est longue à descendre, là, vous êtes dans une inflexibilité métabolique. C'est pas bien. Parce que votre insuline, elle fait quoi ? Il faut savoir que votre corps, c'est 6 litres de sang. En permanence, vous devez avoir une cuillère à café de glucose, de sucre. En permanence, vous avez votre cuillère à café qui circule. Si vous avez plus d'une cuillère à café, votre pancréas, il dit « Oh là 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 !» Bon, moi, je mets sous forme de glycogène dans mes muscles, dans mon foie, mais après, j'en fais quoi du reste ? Il faut bien que je le mette quelque part. Je le stocke. Donc, je vais le stocker. Alors, la graisse cutanée, elle nous a sauvé la vie pendant des millions d'années, parce que c'est important d'avoir des réserves. Donc, la graisse qui se voit, elle est moins toxique que la graisse qui ne se voit pas. Vous avez des maigres avec une graisse viscérale, une graisse dans le foie, mais une graisse qui va aussi se situer dans les muscles, et même un petit peu dans l'intestin, dans les cellules intestinales. Eh oui, c'est ce qu'on appelle la lipogénèse des novo, parce que le pire des sucres est un poison. Alors là, les Américains, j'ai regardé tous les grands biologistes, biochimistes, c'est le fructose de maïs. Le fructose, c'est le de maïs. Mais du fructose. Ouais. Le fructose. Non, que ça soit du maïs ou des fruits. Bon, le fructose naturel, c'est pas un poison. C'est quoi le fructose naturel ? Le fructose des fruits. Oui, avec les fibres. Mais le jus de fruits... Ah oui, non, on parle de jus. Ah oui. Mais le fructose que vous mangez dans les fruits, c'est pas un poison. Non, c'est la dose qui va faire le poison, comme vous le disiez si justement, de Paracelse. Si vous prenez un jus d'orange, vous allez avoir 8 ou 9 fois la dose de sucre dont vous avez besoin. Et le fructose, il va direct comme un TGV sur votre foie. Et le foie, il dit « Au secours, moi, j'en veux pas de ce putain de sucre. » Excusez-moi. Et donc, il va mettre des graisses, il va le transformer en lipogénèse de novo, il va le fabriquer, et c'est là que vous allez faire un magnifique foie gras. Ouais, mais si vous mangez 2 pommes par jour, Marion... Ça dépend quand vous le mangez. Moi, par exemple, avec mon truc de glucose, j'étais en séminaire avec un professeur Castronovo, et il y avait à 4 ou 5 heures, il y avait la fameuse pause. Et si vous écoutez la chrononutrition, ils vous disent « Ouais, vous pouvez faire un goûter sucré. » Fake news. Fake news pour moi. Non, vraiment. Hein. Alors, je ne vous dis pas ma courbe quand elle a explosé, et j'ai pris un quartier d'ananas et un quartier d'orange. J'ai même pas pris le fruit entier. Et je suis montée, mais alors, dans des... plus de 200. Mais une demi-heure après, vous étiez à combien ? Plus de 200, mais alors effectivement, ma courbe est descendue. Mais j'ai fait un pic. Parce qu'il faut voir, vous faites un pic, mais derrière, ouais, mais vous à mon âge, à mon grand âge, on évite les pics. Parce que ça fait quoi, les pics ? Ça fait du caramel. Et vous savez que quand on vieillit, on se caramélise, la glycation, et on s'oxyde, la rouille. Moi, j'ai envie de vieillir en bonne santé. Et vous savez que les statistiques, elles disent, après 64 ans, on ne sait pas maintenir les gens en bonne santé. Moi, je veux prouver le contraire. Et dans 1 an et demi, j'ai 70 ans, et ben je vous prouverai, et comme Hugo Frey, bien sûr faites de l'exercice physique, etc. Mais je vous prouverai que mon mode de vie, il n'est pas si mal que ça. Sans vouloir rentrer dans votre vie intime, vous avez combien de maris ? J'en ai eu 2. Parce que Hugo Frey, c'est peut-être le secret de sa conservation aussi. Le Fécoulich, peut-être. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça doit. Non, j'ai le même depuis 14 ans. Ah oui, d'accord, mais vous n'en avez qu'un à la fois. Ah oui. Ouais. Non, je peux pas, parce que je ne sais pas mentir. Hugo Frey, ça le fatigue. Ça le fatigue. Ça le fatigue pas, ça le conserve. C'est l'effet Coolidge. Mais non, moi, ce qui me conserve, c'est de faire du vélo, c'est de m'intéresser à toutes ces études, d'apprendre des nouvelles langues, de voyager, et surtout d'apprendre. J'adore apprendre.
Vous dites que l'alimentation est un sujet phare dans les médias, mais qu'en réalité, elle représente une préoccupation secondaire, voire même inexistante dans le grand public. Pourtant, moi, j'ai l'impression que les gens, ils parlent toujours de ce qu'ils mangent. Ben vous savez, quand on va dans les grandes surfaces, parce que, par exemple, moi, j'achète des œufs bleu blanc cœur, je leur fais de la pub parce qu'ils en ont besoin, bio, parce qu'ils en font des bio maintenant, qu'on ne trouve pas en magasin de bio. Je leur ai demandé, mais attendez, pourquoi vous ne vendez pas des œufs bleu blanc cœur bio? Ils disent parce qu'on les trouve ailleurs. Donc, il faut aller dans les grandes surfaces. Donc, je vais dans la grande surface acheter mon sopalin et mes œufs bleu blanc cœur. Eh bien, quand je vois le caddie des gens, je me dis qu'il y a beaucoup de boulot. Normalement, je vais vous dire, tous les jus, toutes les boissons marrons, tout ça, ça devrait être interdit. Et il y a aussi les histoires d'huile, parce que l'huile aussi va faire monter l'insuline, les huiles raffinées, les oméga 6. Tout ça, ça vous crée de l'inflammation. Et pourtant, on a besoin d'oméga 3 et d'oméga 6. Bien sûr. Hein? Attention, pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels, mais on en a besoin. On en a besoin. Oméga 3, vitamine D, tout ça, c'est des anti-inflammatoires. Parce que le sucre, et surtout le fructose, sont pro-inflammatoires. Alors, pour les huiles, on termine avec les huiles. Quelles sont les huiles qu'on doit éviter, Marion? Alors, je sais que la communauté... alors, bien sûr, on ne prend que des huiles pressées à froid. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Il faut que vous sachiez qu'en vieillissant, il vous manque une étape pour convertir certains oméga 3 végétaux en EPA, DHA pour votre cerveau, pour la fluidité de vos membranes. Ça, c'est le problème en vieillissant. Donc, je vous dis, à chaque âge, on ne peut pas faire la même chose. Et je sais que la communauté aime bien l'huile de colza. Moi, je la déteste. D'abord parce qu'elle est très riche en oméga 6, pro-inflammatoire. Pressée à froid, je trouve ça dégueulasse. Je préférerais une bonne huile de noix, mais je préférerais les huiles d'olive. Qui n'est pas au même prix, hein, l'huile de noix. Bon, on en mange très peu. C'est cher. Enfin, et pareil, l'huile d'olive, maintenant, c'est 6 mois de salaire. Hein. Ouais, mais l'huile d'olive, elle est quand même vachement sympa. Et prenez du bon beurre. Je peux faire une pub ou pas? Bernard Gabory, qu'on trouve qu'en diététique. Bernard Je suis allée visiter leur ferme. Bernard Gabory, on trouve ça qu'en diététique, hein, et pas partout. Parce que c'est le seul beurre cru, non pasteurisé, issu de vaches qu'on appelle jersiaises, qui sont une variété de vaches qui convertissent en oméga 3. Il y a des oméga 3 dans ce beurre, et il est non pasteurisé. Il est extraordinaire pour justement assimiler les minéraux, parce qu'il faut savoir que les minéraux, votre magnésium, etc., vous allez l'assimiler avec des graisses saturées. On a diabolisé le beurre au profit des margarines, qui sont des produits ultra transformés. Et vous n'êtes pas très beurre pourtant, vous? Eh ben, je suis de plus en plus. Ouais. Et le beurre clarifié, pour ceux qui sont intolérants au lactose, le ghee, qui fait partie de la médecine ayurvédique depuis des millénaires, allez-y, ça, vous pouvez y aller sans problème. Le beurre rance. À partir du moment où vous mangez plus sucré, vous pourrez prendre ce bon beurre. Mais si vous mangez du sucre, le beurre sera votre ennemi. Il fera monter le mauvais cholestérol. Quand vous étiez enfant, vous faisiez confiance à votre mère? Bah oui. Quand elle vous nourrissait, vous vous posiez pas la question? De toute façon, c'est pas elle qui me nourrissait, c'était des gouvernantes. Mais bon. Elle m'a nourri... Excusez-moi. alors là, Marion, excusez-moi. Non, mais je fais partie des gens... Parce que dans votre livre, vous parlez pas de vos gouvernantes, hein, vous parlez de votre mère. C'est vrai que ça fait bourgeois, mais ma mère... c'est pas occupé de nous. D'accord. Ma sœur et moi. Mais vous ne vous posiez pas la question, vous faisiez confiance aux adultes. Bien sûr, puis j'adorais ça. Alors les pâtisseries, les bonbons, on me donnait les bonbons les plus merveilleux. On m'appelait Madame la Lune tellement j'étais grosse, j'étais joufflue. Et bien sûr, quand j'ai fait un check-up à l'adolescence, justement, après ce véganisme, mon taux de cholestérol mauvais était tel que le cardiologue avait dit, écoutez, continuez comme ça et vous avez droit à l'infarctus à 40 balais. Ouh, au secours. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des vraies questions, mais même avec ces vraies questions, qu'est-ce qu'on nous a induit en erreur? Mais pourtant, nos mamans, elles nous nourrissaient pas mal. Elles étaient plutôt locavores à l'époque. Il n'y avait pas autant de produits transformés, on n'avait pas de crème, enfin il n'y avait pas tous ces produits laitiers. Non, il n'y avait pas tous ces produits, mais moi j'avais le bec sucré. Tous ces glaces en pot, ça n'existait pas, on n'en achetait pas. J'avais le bec sucré, hein. Ouais. Donc quand vous avez le bec sucré, vous allez... Moi, à 12 ans et demi, je me tapais des glaces à la vanille à tire-larigot, hein. Et c'est comme ça que j'ai pris du poids. D'accord. Mais là, vous alliez chez le pâtissier, chez le boulanger. Oui, chez le pâtissier, mais on avait droit à quand même... Mon arrière-grand-mère avait on y allait tous les week-ends, parce que je passais les week-ends là-bas, mais c'était une cuisine à mourir tellement c'était bon, plein de
crème, plein de sucre, avec des pâtisseries incroyables. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y avait pas de conservateur dans cette cuisine-là. Vous voyez, c'était une cuisine avec des produits frais, avec de la viande qui avait couru. Enfin, voyez, le sucre. Ah, il y avait du sucre. J'étais en pension, on vous donnait à 5 heures de la limonade avec du pain et du sucre. Le sucre, c'est le poison violent des temps modernes, vraiment. Et il faut que les gens aient conscience de ça. Les sucres naturels de votre alimentation, ça va, mais les sucres rapportés, arrêtez. Alors, moi, j'ai trouvé, comme j'ai le bec sucré, mais on ne le trouve pas encore en France, je le commande sur Internet. Parce que, bon, dans mon livre, j'ai quand même mis l'érythritol, qui a le goût sucré, mais j'ai appris que ça pouvait quand même faire monter un peu l'insuline. Mais bon, c'est mieux que le sucre quand même. Mais il y a un sucre incroyable qui est pour le moment interdit en France. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que nos industriels doivent y être pour quelque chose. C'est l'allulose. Et on le trouve par Internet. A2LULOSE. Ça finit par rose, donc ça a du sucre. Ouais, et c'est du sucre de quoi? Mais il ne fait pas monter ni la glycémie, ni l'insuline. C'est un produit transformé. Ouais. Mais pour les becs sucrés comme moi, eh ben, quand j'ai envie de me faire une pâtisserie, en plus, c'est le seul qui caramélise. Un truc de dingue. Hein. Allulose. Ce qui est bien avec Marion Kaplan, on le trouve sur un site, vous voulez que je le dise ou pas? Oui. iHerb. C'est le seul site sur lequel je l'ai trouvé. Comment vous l'écrivez? Parce que là... IHERB. C'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Ça vient des États-Unis, mais eux, ils le font venir. Bon, je vous préviens, c'était mieux avant, au paléo, quand on mangeait comme l'homme paléolithique. C'est ce que nous dit Marion Kaplan ce matin et qui vient présenter Symbiotique chez Thierry Soucard. Mais c'est vrai que vous êtes quand même un peu, c'était mieux avant. Ah bah c'est clair. Regardez comment ça a dégringolé. Joël de René a écrit en 74 La Malbouffe. En 74. J'ai vérifié. 50 ans, ah ouais. Eh bien, ça s'est dégradé au lieu de s'arranger. Jean-Pierre Coff qui disait « Ouais, c'est de la merde et tout », ben ça s'est dégradé, franchement. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'informations, autant de sites Internet qui parlent de nutrition, autant d'experts en nutrition qui s'expriment aujourd'hui. Trop d'infos, tu l'info. Et c'est tellement contradictoire parce qu'il y a des chapelles. C'est pour ça que dans Symbiotique, moi, je ne veux pas de chapelle. Je veux vous amener à des fondamentaux, à une symbiose entre tous vos organes et votre environnement et votre psyché, parce que la psyché, bien sûr, elle compte. Comme on est en stress chronique, parce qu'avant, les stress, ils étaient juste aigus, et après, tranquille, on était dans la grotte. Mais aujourd'hui, le stress, il est chronique. Hein, et regardez ce qui se passe en ce moment. Bon, on va voir ce que c'est concrètement au quotidien une assiette Symbio et savoir comment l'appliquer pour ceux qui nous écoutent. Je voudrais qu'on fasse juste un petit encart sur les produits laitiers. Alors. Donc, est-ce que vous faites la différence entre le lait et les produits laitiers? Oui, et je vais faire mon mea culpa sur les produits laitiers. Au départ, je disais, supprimez les produits laitiers. C'est ridicule. Maintenant, moi, je mange de la chèvre, la brebis, bien sûr bio, bien sûr d'élevage au pâturage. Hein. C'est évident qu'aujourd'hui, l'élevage intensif a créé un lait qui est pasteurisé, stérilisé, qui n'a plus rien à voir avec le lait d'antan. Et j'ai même fait, parce que moi, dès que je prenais un produit laitier de vache, j'ai mon nez qui se bouche. C'est vachement pratique, hein. Donc, clac, j'ai une narine qui se bouche. Et donc, j'ai été à la campagne il n'y a pas très longtemps, avec des vaches jersiaises, et j'ai eu la chance d'avoir du lait sorti du pied de la vache. D'ailleurs, il sent vachement la vache. Et je l'ai fait cailler sans présure, sans rien. D'accord ? Vous le laissez cailler au moins 3 jours. Il caille tout seul, il n'y a pas besoin de mettre de présure, parce qu'en faisant cailler tout seul, pour ceux qui ont la chance d'habiter à la campagne, faites-le, parce que les bonnes bactéries, c'est des bactéries antibiotiques, elles caillent. Ensuite, vous mettez dans un linge, vous enlevez la crème du dessus qui est un peu sûre, vous le laissez égoutter, et vous avez un fromage blanc sublime. Ben là, mon nez, c'est pas bouché. Donc, c'est bien que le process industriel va compter. On ne pasteurise pas, on ne stérilise pas. Et on va acheter des laits crus, des fromages au lait cru. Moi, je suis plutôt chèvre et brebis. Si c'est de la vache, il faut vraiment que ça soit... Parce que vous êtes intolérante à la vache, c'est ça? À la vache, à la caséine A1. Vous savez qu'il y a les vaches noires et blancs. C'est une caséine qui est plus allergène que celle, les jersiaises, donc de Laborie ou d'autres, hein, Gabory ou d'autres. Hein. Donc, un fromage va être travaillé par des bactéries, et donc ce travail de bactéries va rendre le lactose
va un petit peu digérer le lactose, parce qu'il faut savoir que 20% des gens caucasiens sont intolérants au lactose. Lactose, c'est un sucre. Alors vous tout ce qui finit par ose, de toute façon, c'est des sucres. Mais vous distinguez le lactose du galactose. Vous m'expliquez la différence ? Oui, parce qu'il y a un process différent. C'est quoi le galactose ? Je sais pas. Ouais, bon, en tout cas, je l'ai vu dans votre livre. Il y a du lactose dedans, mais c'est différent. D'accord. Oui, voilà, c'est différent parce qu'il y a des process enzymatiques différents. On ne va pas rentrer dans ces biochimies. Mais un lait travaillé avec les bactéries sera beaucoup plus assimilable. D'ailleurs, le parmesan, qui est quand même acidifiant, ne contient presque plus de lactose parce qu'il a été justement digéré par ce process de fromage. Bon, vous dites que le calcium, parce que c'est ce qu'on nous dit, c'est un mythe. Donc, c'est qu'en fait, qu'aujourd'hui, le fait d'arrêter les produits laitiers, ça fait qu'on va être carencé en calcium. Non, et que c'est mauvais pour nos os. Il y en a quand même dans les végétaux, il y en a dans le sésame, etc. Mais vous savez, le problème, c'est qu'il y a le NEC plus ultra n'existe pas. Parce que dans le végétaux, il y a les lectines, il y a des antinutriments, donc c'est compliqué. Moi, je conseillerais aux gens, s'ils ne digèrent bien les fromages de chèvre et de brebis, continuez à en manger, faites-vous plaisir. Vraiment. La vache, faites gaffe. Et n'achetez pas les fromages des laiteries courantes où c'est des élevages intensifs, des vaches qui ont été piquées et aux hormones et aux antibiotiques, etc. Un élevage qui va en pâturage, qui mange du foin de bonne qualité l'hiver, vous ne prenez pas de risque. En revanche, des vaches qui sont en prison toute la journée avec des pies énormes et qui sont gonflées pour faire un lait, ensuite qui vont foutre du chlore là-dedans, parce qu'il faut le savoir, carrément, vous allez dans des laiteries immenses, ils mélangent tous les laits de tous les éleveurs, ils foutent un peu de chlore pour piquer de bactéries, pour que ça soit sain et tout, etc. Chez Gabory, vous n'aurez pas ça. Et il y a sûrement d'autres élevages que je connais. La viande, c'est pareil. Prenez de la viande de pâturage. Il y a des gens sur Internet, je peux lui faire de la pub ou pas ? Allez-y, de toute façon, on n'est plus à ça près, Marion. Le bœuf d'herbe. Vous tapez le bœuf d'herbe. Bon, il n'a pas beaucoup de vaches, donc s'il est harcelé de... Est-ce qu'il est halal, votre bœuf d'herbe ? En tout cas, il est bien élevé. Bon, bœuf d'herbe, il est où ? Il y aura des oméga 3 dedans. Je sais pas, moi, je vais sur Internet et je lui commande. Donc, il y a des bons éleveurs. Moi, je ne les connais pas tous, je suis désolée. Mais il y a des bons éleveurs qui font une viande de bonne qualité. On a diabolisé la viande au profit des végétaux et c'est une catastrophe. Regardez les statistiques des maladies. On a le chasseur-cueilleur, il bouffait non seulement le foie, il bouffait la moelle, il bouffait toutes les viscères, il mangeait la viande bien grasse parce que ce gras nourrissait, était très riche en nutriments. Dans un foie de bœuf, vous avez les vitamines A, toutes les vitamines liposolubles, tous les minéraux. C'est extraordinaire, le foie de... Mais il faut qu'il soit bien élevé. Les nouvelles générations n'aiment pas beaucoup les abats. Mais non, parce qu'on l'a diabolisé. On veut faire du monde un véganisme et bouffer des insectes. Il y a un truc qui ne va pas. C'est la soupe à la grimace. Avant de voir ce que c'est qu'une assiette symbiotique, je voudrais qu'on parle de l'eau, avec les récents scandales qui finalement nous ont prouvé que l'eau en bouteille, c'était pas mieux que l'eau du robinet. Vous dites que finalement, l'eau du robinet respecte plutôt bien son cahier des charges. Oui, le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est ce que vous dites. En gros, ça respecte le cahier des charges. Mais quand on va au-delà du cahier des charges, il y a des hormones, il y a des PFAS. Vous savez, les fameux toxiques éternels. Éternels. Il y en a à la Seine, il y en a partout. Et ça, ils ne les filtrent pas. Ils ne filtrent pas les nanoparticules industrielles. Donc moi, je crois qu'ils ne peuvent pas les filtrer, en fait. Mais non, ils ne peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc moi, je ne boirai jamais l'eau du robinet qui est passée par des canalisations avec des métaux lourds, etc. Alors vous êtes pour... vous nous parlez de... Moi, je filtre moi-même. L'eau osmosée. Voilà, mais osmosée, mais reminéralisée sur coraux. Alors ça veut dire quoi ? Dites-nous. C'est-à-dire parce qu'une eau osmosée, c'est une eau morte. Elle ne contient plus rien. Et à ce moment-là, elle ne va pas être très bonne pour vous. Ok, elle n'a plus de toxiques, mais elle n'a plus de minéraux, elle n'a plus rien. Donc il y a des process aujourd'hui qui osmosent, donc qui filtrent tout, même les nanoparticules, et qui va reminéraliser sur coraux, et il y en a même qui sortent avec un vortex. Ou alors vous secouez cette eau. Parce que vous savez, il y a Marcel Violet à l'époque, j'aime bien raconter cette histoire si vous avez le temps. Marcel Violet, c'est dans les années 60. Et d'ailleurs, c'est un livre qui m'avait été donné par un chauffeur de taxi. J'allais voir les Galeries Lafayette pour vendre mon vitaliseur, c'est vous dire. Déjà, c'est dans les années 80. Elle en a parlé, c'est pour vous dire. Ouais. Et donc ? Et il me dit, écoutez, moi je discute toujours avec les chauffeurs de taxi. Il me dit, écoutez, vous m'avez l'air branché, je vous donne ce livre, ça m'a été donné par son auteur, c'était même dédicacé par Marcel Violet. Moi, j'y comprends rien, ça va sûrement vous intéresser. Oh,
un livre extraordinaire qui s'appelle Le secret des patriarches, qu'on trouve encore, je crois, cherché sur Internet. Oui, sur Internet. Ouais. Marcel Violet. Ouais. Et donc, il raconte cette histoire d'eau. Donc, il avait fabriqué de l'eau lui-même en laboratoire, H2O, avec les minéraux, etc. Et il a mis un tétard dedans. Les tétards sont très, très sensibles aux ondes de vie. Il met un tétard dedans, foudroyé. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui manque, machin. Alors, il oxygène son eau. Il dit, il y a peut-être un manque d'oxygène. Alors, il oxygène son eau. Il prend un bâton. Il remet un tétard. Foudroyé. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, il prend cette eau de laboratoire. Il la met dans un vase à expansion qu'il ferme hermétiquement. C'était l'été. Et il le met pendant 1 mois sur sa fenêtre. 1 mois après, il rouvre son récipient. Il remet un tétard. Et donc, c'est là où il a expliqué qu'il y a des ondes biologiques dans l'eau. Une eau, elle devrait être vivante. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver une eau vivante. Donc, par ces process, il a mis au point un dynamiseur d'eau. Enfin, vous verrez, vous vous débrouillez. Mais l'eau est un vrai problème. Vous êtes tellement quantique, Marion. Les récipients en plastique, il paraît, Gunther Pauli, que j'ai invité aussi sur ma chaîne, a dit qu'on mangeait l'équivalent d'une carte bancaire tous les mois. En plastique, en microplastique. Ouais. Alors qu'avant, à mon époque, on avait des bouteilles en verre consignées, qu'on ramenait à la consigne et on reprenait une bouteille. Pourquoi on ne recommence pas ? C'était mieux avant. Ça revient. C'était mieux avant, oui. Revient. Racontez-nous l'histoire du canari alimentaire. Alors, les canaris, c'est Tati qui a... Mais je dirais, je vais même au-delà maintenant que ça. Vous savez, le canari, c'est une bestiole qu'on amenait dans les mines. Et quand le canari mourait, oulala, fallait vite sortir de la mine. Ça sentait le grisou. Ça sentait le grisou. Ouais. Et moi, je me suis toujours battue avec un intestin inflammatoire, en dysbiose. Je ne comprenais pas comment en sortir. Et c'est là où je me suis aperçue que les végétaux avec des lectines empoisonnaient mon intestin, que je n'avais pas de défense parce que ma flore de départ, qu'on appelle la flore commensale, comme je suis née par césarienne, avait été de mauvaise qualité. On m'a donné des antibiotiques, à mon avis, dès les premiers mois. Donc j'ai une flore commensale de mauvaise qualité. Moi, je prends des probiotiques tous les jours. Alors, par rapport aux légumes sans lectine, j'ai une remarque. Oui, pour nos auditeurs qui mangent des pois chiches et qui mangent des lentilles. Vous les mettez dans les aliments à lectine. Ce sont des aliments à lectine, mais nous sommes très intelligents, nous les êtres humains. Nous savons neutraliser ces lectines. Et à la limite, si vous les cuisez beaucoup et que vous les achetez en bocaux de verre, eh bien, les lectines ont été neutralisées. C'est un truc. Ça, c'est pas mal. Il y a la liste des... je préfère en bocaux de verre qu'en conserve. Des aliments sans lectine dans votre livre. Alors sinon, je fais pré-germer les lentilles et les pois chiches. Donc, le fait de les rincer, ça change rien. Enfin, et trempouiller, ça sert à rien. Avec un peu de... Il faut les pré-germer. De levure ou de... Non. Vous les faites pré-germer 3-4 jours avant. Donc, on les fait tremper une nuit. Ensuite, on rince matin et soir et on les laisse germer. L'été, ça va beaucoup plus vite. Et une fois pré-germées, moi, je les pré-cuis à la vapeur et je les finis dans un petit bouillon pour qu'elles soient vraiment très cuites. Les gens qui bouffent des lentilles crues germées, ils sont fous parce que ils attaquent leur intestin, ils vont se mettre en inflammation, vous allez voir. Quand ils sont jeunes, on est beaucoup plus résistant quand on est jeune, mais en vieillissant, attention. Hein. Bon. On a dit la moitié de ce qu'on devait dire. La suite est dans votre livre. Marion Kaplan, s'appelle Symbiotique, tempérer les maux du corps avec l'approche nutritionnelle de Marion. 21 jours pour restaurer votre paléobiote et faire taire l'inflammation chronique. Chez Thierry Soucard, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, Marion Kaplan, avec des interviews. Vétaliseur, Marion Kaplan. Voilà, beaucoup de gens qu'on aime bien. Et votre fameux vétaliseur que vous avez inventé, puisque la meilleure des cuissons, c'est la cuisson... à la vapeur, douce. Non pressurisée. Oui, bien sûr. Eh oui. Marion Kaplan sur Beurre FM. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.